Pope Francis has died. That's come from the Vatican. We just have that breaking news. Pope Francis has died. That's coming to us from the Vatican via the... Cardinal Raymond Leo Burke, âgé de 76 ans. Le cardinal Raymond Burke, du Wisconsin, est un fervent partisan de Trump. Considéré comme un chef de file de l'aile conservatrice de l'Église, il s'est déjà heurté au pape François. Le cardinal Raymond Burke n'est pas un nom comme les autres dans l'Église catholique. C'est l'homme que le pape François ne voulait pas voir. Critique acharné, traditionaliste, il est de retour sous les projecteurs après le décès du pape. Et ce qu'il vient de révéler a laissé le public pantois. Pendant des années, Burke s'est opposé à François sur presque tous les sujets. Des droits LGBTQ à la place des femmes dans l'Église. Il a toujours résisté. François l'a même expulsé de son appartement au Vatican. Mais aujourd'hui, après la mort du pape François, Burke a rompu le silence. Et ce qu'il a avoué, personne ne l'a vu venir. Revenons sur les paroles qui ont bouleversé les fidèles et leur signification future, en commençant par les débuts du cardinal Burke. Un jeune fermier avec un grand rêve. Raymond Leo Burke est né le 30 juin 1948 à Richland Center, dans le Wisconsin. Il était le cadet d'une famille catholique irlandaise de 6 enfants. 16 parents, Thomas et Marie Burke, ont élevé leurs enfants dans une ferme laitière tranquille. La vie était simple et la foi faisait partie intégrante du quotidien. Mais tout a changé lorsque Raymond est entré en CE1. On diagnostiqua à son père un cancer du cerveau. Alors que la santé de Thomas Burke déclinait, un prêtre local venait souvent lui rendre visite pour lui donner la communion. Ces visites firent une forte impression sur le jeune Raymond. Il perçut une profonde puissance dans la présence du prêtre, et cela jeta les bases de son avenir. Burke décida très tôt de devenir prêtre, en 1962. À seulement 14 ans, il rejoignit le séminaire Holy Cross de La Crosse, dans le Wisconsin. C'était un grand pas pour quelqu'un de si jeune, mais il était très attaché à sa foi. Des années plus tard, Burke quitta le Wisconsin pour intégrer l'Université catholique d'Amérique à Washington. Il y étudia la philosophie et obtint une licence et un master. Il partit ensuite pour Rome pour suivre ses études à la célèbre Université pontificale grégorienne. Là, il étudia la théologie et vécut au Collège pontifical nord-américain, où furent formés de nombreux futurs évêques et cardinaux. Certains de ses camarades de promotion devinrent d'ailleurs de hauts responsables de l'Église, notamment les cardinaux Blaise Cupich et James Harvey. Mais le moment le plus important fut son ordination sacerdotale en 1975 par le pape Paul VI à la basilique Saint-Pierre. Ce fut un jour de fierté pour ce jeune fermier du Wisconsin et le début d'un long parcours au sein de l'Église, de curé à avocat de renom au Vatican. Après son ordination, Burke retourna à La Crosse. Il fut affecté à la cathédrale Saint-Joseph-l'Ouvrier et enseigna également la religion dans un lycée local. Mais en 1980, son chemin prit un autre tournant. Il fut renvoyé à Rome pour étudier le droit canonique, le système juridique de l'Église catholique. Au début, Burke n'était pas enthousiaste. Il se sentait un peu perdu et démotivé, mais tout a changé lorsqu'un prêtre plus âgé a remarqué son abattement et l'a pris sous son aile. Ce soutien a tout changé. Burke a déclaré plus tard qu'il était devenu passionné de droit canonique. Il a finalement obtenu un doctorat et est devenu l'un des plus grands experts de l'Église dans ce domaine. À son retour aux États-Unis, il a assumé davantage de responsabilités. Il devint modérateur de la curie et vice-chancelier du diocèse de La Crosse. Puis, en 1989, le pape Jean-Paul II lui confia un rôle majeur. Burke fut nommé premier défenseur américain du lien à la signature apostolique, la plus haute instance de l'Église. Ce fut un événement majeur qui prouva que Burke était bien plus qu'un simple prêtre. Il était une figure montante du monde juridique du Vatican. Au fil des ans, son influence n'a cessé de croître. En 1995, il devint évêque du diocèse de La Crosse et, en 2004, il fut promu archevêque de Saint-Louis. Durant ses mandats, Burke se forgea une réputation de dirigeant strict et conservateur. Il défendait souvent les enseignements catholiques traditionnels et célébrait régulièrement la messe en latin. Les opinions de Burke se sont démarquées, même parmi les autres évêques. Il a fermement défendu les enseignements de l'Église sur le mariage, l'avortement et l'Eucharistie. Il a souvent déclaré que les hommes politiques favorables à l'avortement, comme John Kerry ou Joe Biden, ne devraient pas recevoir la communion. Cette position stricte lui a valu le soutien des catholiques conservateurs, mais elle a aussi suscité la controverse.
les années Vatican et un clivage croissant. En 2008, le pape Benoît XVI a rappelé Burke à Rome. Cette fois, il l'a nommé préfet du tribunal suprême de la signature apostolique, la même cour où il avait travaillé. 2 ans plus tard, Benoît XVI le nomma également cardinal. Ce fut l'apogée de l'influence de Burke au sein de l'Église. Il était respecté, puissant et étroitement lié à l'aile conservatrice du Vatican. Mais avec l'élection du pape François en 2013, les choses ont commencé à changer. Burke et François avaient des points de vue très différents. François pensait que l'Église devait être plus ouverte et accueillante. Il a déclaré à propos des homosexuels « Qui suis-je pour juger ?» Il a même soutenu l'évolution, affirmant qu'elle n'était pas contraire à la foi. Burke n'était pas d'accord. Il a repoussé toute tentative d'assouplissement de la position de l'Église sur des questions comme les droits LGBTQ, le divorce ou les règles de communion. Il croyait que l'Église devait tenir bon. Dans une interview, il a déclaré « Les tensions ont rapidement augmenté. » En décembre 2013, François a exclu Burke de la Congrégation des évêques, un groupe qui aide le pape à choisir de nouveaux évêques. C'était un signe évident de leur désaccord. Le coup de grâce est venu en 2014. Lors d'une réunion du Vatican sur la famille, un rapport a suggéré que l'Église reconnaisse certaines qualités dans les relations homosexuelles. Burke était furieux. Il a déclaré « Cette citation s'est rapidement répandue et a fait la une des journaux du monde entier. » Peu après, le pape François a démis Burke de ses fonctions de juriste. Au lieu de cela, il lui a accordé un poste plus symbolique, celui de patron de l'ordre souverain et militaire de Malte. François a déclaré que cette décision n'était pas une punition, mais beaucoup pensaient en le contraire. Un cardinal à nouveau sous les projecteurs. Même après avoir perdu son poste au Vatican, Burke ne s'est pas effacé. Il est resté actif. Il a continué à s'opposer à ce qu'il considérait comme des changements dangereux au sein de l'Église. Pour certains, il est devenu le chef officieux des catholiques conservateurs. Il a également continué à faire la une des journaux. Ces dernières années, il a fait des déclarations virulentes contre les vaccins contre la pandémie et les politiques de santé publique. Ses opinions dépluent au Vatican et à de nombreux catholiques qui soutenaient l'approche du pape François. Malgré les réactions négatives, Burke resta ferme sur ses convictions. Il continua de critiquer les efforts du pape pour moderniser l'Église. Il a même déclaré à un moment donné que cette idée pourrait un jour choquer de nombreuses personnes dans le monde catholique. Mais aujourd'hui, avec le décès du pape François et Burke toujours en activité à 76 ans, les regards se tournent à nouveau vers lui. Pourrait-il devenir le premier pape américain? Il a certainement des partisans. Et en tant que l'une des voix conservatrices les plus connues de l'Église, il est probable qu'il participe au débat. Le parcours de Burke, d'une petite ferme laitière du Wisconsin aux plus hautes sphères du Vatican, est jalonné de drames, de dévotion et de division. Et avec sa récente confession publique après la mort de François, les projecteurs sont à nouveau braqués sur lui comme jamais auparavant. Ce qu'il a révélé a laissé beaucoup de monde sans voix. Lorsque le pape François a tourné le dos à Burke, en 2014, le cardinal Raymond Burke a subi l'un des plus grands revers de sa carrière. Le pape François l'a démis de presque toutes ses fonctions, ne lui laissant qu'un rôle protocolaire. Cela s'est produit après que Burke a tenté de destituer un haut fonctionnaire pour avoir approuvé l'achat de préservatifs pour la population birmane, une décision que le pape n'a pas soutenue. François envoya plus tard quelqu'un d'autre, un délégué spécial, pour remplacer Burke à l'ordre de Malte. Selon certaines sources, Burke fut suspendu de facto. Bien qu'il ne s'agisse pas officiellement d'une sanction, il était clair qu'il n'avait plus le contrôle. C'était un signe supplémentaire de l'éloignement profond entre Burke et François. Malgré les tensions avec le pape, Burke continua de s'exprimer sur de nombreux sujets. L'Église considère la sexualité humaine comme un don précieux. En assumant notre nature humaine, il s'est souvent concentré sur les problèmes internes à l'Église. L'un d'eux était le scandale des abus sexuels sur mineurs. Burke a fermement condamné les prêtres impliqués dans ces abus, mais au lieu de se concentrer uniquement sur les individus, il a mis en cause des causes plus profondes. En 2015, il affirmait que le véritable problème résidait dans le féminisme radical, qui s'en prend à l'Église et à la société depuis les années 1960. Des années plus tard, en 2019, Burke a réaffirmé ses positions. Aux côtés du cardinal allemand Walter Brandmüller, il a affirmé que la principale cause de la crise des abus était le fléau de l'agenda homosexuel. Selon Burke, de nombreux prêtres impliqués dans des abus étaient féminisés et confus quant à leur propre identité sexuelle. Ces déclarations ont suscité une vive controverse, mais pour Burke,
Elle témoignait de sa conviction que l'Église s'était éloignée de ses racines traditionnelles et ses conflits avec le pape n'étaient pas encore terminés. Burke a publiquement défié le pape François. En 2016, le cardinal Burke a pris une mesure rare et audacieuse. Il a publiquement interpellé le pape François avec 3 autres cardinaux conservateurs. Ils ont envoyé une lettre officielle appelée Dubia, qui signifie doute en latin. Ils ont remis en question des passages du document du pape intitulé Amoris Laetitia, ou la joie de l'amour. Ce document de 260 pages était l'un des écrits les plus importants de François. Le pape y affirmait que l'Église devait se montrer plus accueillante et plus compatissante. Il s'est concentré sur les personnes qui se sentaient exclues, en particulier les divorcés remariés. Le pape a écrit « Nul ne peut être condamné à jamais. Selon le droit ecclésiastique, les personnes remariées sans annulation n'étaient pas autorisées à communier. Ils étaient considérés comme vivants dans le péché. Mais François proposa une approche plus douce. Il suggéra que les décisions puissent être prises en privé entre un prêtre et l'individu. Cela se ferait par le biais d'un forum interne. Burke et d'autres conservateurs n'étaient pas d'accord. Ils voulaient des réponses claires. Ils estimaient que les positions du pape étaient source de désorientation et de confusion. C'est pourquoi ils ont envoyé les Dubia, pour demander à François d'expliquer clairement sa position. Normalement, un pape peut répondre à de telles questions par un document appelé « Responda ». Mais cette fois, le pape François n'a pas réagi. Burke n'a pas reculé. Au contraire, il a averti que si le pape ne répondait pas, il s'agirait d'une correction formelle d'une grave erreur. Il a clairement indiqué qu'il croyait que même le pape pouvait se tromper et qu'il fallait le corriger. En 2018, il est allé encore plus loin. Il a déclaré que, par devoir, on pouvait désobéir au pape. Ces paroles ont choqué de nombreux catholiques. Personne ne s'attendait à ce qu'un cardinal s'exprime avec autant de véhémence contre le chef de l'Église. Mais pour Burke, garder le silence n'était pas envisageable. Conflit sur les enseignements de l'Église. Les désaccords entre Burke et le pape François ne se sont pas arrêtés là. En 2019, une autre grande dispute a éclaté, cette fois à propos du synode des évêques pour la région panamazonienne. Burke et son collègue conservateur, l'évêque Athanasius Schneider, ont publié une longue déclaration contre ce projet. Ils ont affirmé que certains points du programme du synode étaient non seulement en contradiction avec l'enseignement authentique de l'Église, mais même contraires à celui-ci. Leur principale préoccupation concernait l'ouverture de l'Église aux traditions amazoniennes. Burke considérait qu'il s'agissait d'une forme de panthéisme implicite. Il estimait que cela accordait trop d'importance aux croyances non chrétiennes. Burke était également mécontent d'autres aspects du synode. Il s'est prononcé contre les prêtres mariés et contre l'augmentation du rôle des femmes dans les cérémonies religieuses. Il a même critiqué le fait que les filles servent à l'autel. Burke a déclaré que les jeunes garçons ne veulent pas fréquenter les filles. C'est tout à fait naturel. Il ajoutait que le fait que les filles servent à l'autel désintéressait les garçons. Il pensait que l'Église devenait trop féminine. Selon lui, le féminisme radical qui a attaqué l'Église et la société depuis les années 1960 a fortement marginalisé les hommes. Burke avait également des positions fermes sur le mariage homosexuel. Il affirmait que les catholiques ne devraient jamais voter pour des politiciens qui le soutiennent. Il affirmait que ce genre de mensonge n'avait qu'une seule origine: Satan. Il qualifiait la montée du mariage homosexuel de situation diabolique destinée à détruire les individus, les familles et la nation. Cette position intransigeante devint la marque de fabrique de Burke. Et tandis que le pape François prônait une Église plus moderne et plus ouverte, Burke continuait de s'y opposer avec la même force. Controverse, complot et pandémie. Lorsque la pandémie a frappé, Burke s'est retrouvé au cœur d'une nouvelle tempête. Il est devenu l'un des plus fervents détracteurs des vaccins, en particulier de ceux développés à partir de cellules souches. Il ne leur faisait pas confiance et déconseillait aux gens de les prendre. Mais ce n'était pas tout. Burke a également répété des théories du complot. Il a affirmé que le vaccin pourrait servir à contrôler les gens. Il a affirmé qu'il pourrait contenir des micropuces et faire partie d'un plan gouvernemental visant à traquer les gens. Il a même affirmé que tout cela faisait partie d'un programme malveillant et l'a lié à la conspiration connue sous le nom de Grand Reset. Ces affirmations se sont avérées fausses, mais Burke a maintenu ses positions. Ironiquement, il a lui-même contracté plus tard une grave forme de COVID. Il a été placé sous respirateur artificiel pendant environ 1 semaine et a failli mourir. Il s'est néanmoins rétabli et est revenu à la vie publique.
Burke a également défendu fermement la cause de l'avortement. Bien que lui et le pape François y soient tous deux opposés, Burke estimait que le pape n'y accordait pas suffisamment d'importance. Il a appelé les évêques américains à refuser la communion aux politiciens catholiques qui soutenaient le droit à l'avortement, notamment John Kerry et le président Joe Biden. Il a déclaré que ne pas le faire affaiblirait la foi de tous. Burke est également resté fidèle à l'ancienne messe latine, connue sous le nom de messe tridentine. Cette version de la messe remonte aux années 1500. Elle est célébrée en latin et obéit à des règles très strictes. Mais en 2021, le pape François a rendu son utilisation plus difficile. Il pensait que c'était devenu un symbole de résistance au changement. Burke a réagi en qualifiant ces restrictions de sévères et révolutionnaires. Il a même remis en question le droit du pape à opérer de tels changements. Les traditions de Burke ont de nouveau fait la une des journaux lorsqu'on l'a vu portant un chapeau de cardinal à l'ancienne, appelé Galero. L'image s'est rapidement répandue, et les gens ont pensé qu'il cherchait à faire revivre des coutumes désuètes. Mais Burke a déclaré que ce chapeau n'était qu'un cadeau, et qu'il l'avait porté une fois pour une photo. Je n'ai aucune idée d'où il l'a trouvé. Je ne l'ai jamais porté, même pas pour une cérémonie, a-t-il déclaré à la presse. Malgré tous ces accrochages, les deux hommes ont affirmé ne pas se considérer comme des ennemis. En 2017, le pape François a clairement indiqué qu'il ne considérait pas le cardinal Burke comme un ennemi. Pourtant, leur divergence était évidente. À ce propos, fin 2023, le pape François a pris une mesure audacieuse et sérieuse contre le cardinal Raymond Burke. Le pape François contre le cardinal Burke. Après des années de tension, le pape a décidé de retirer à Burke deux privilèges importants dont il bénéficiait depuis des années. Son appartement gratuit à Rome et son salaire mensuel de 50 € au Vatican. Ce n'étaient pas des petits avantages. Burke vivait gratuitement dans un grand appartement du Vatican et recevait un salaire stable, même s'il utilisait souvent sa tribune pour critiquer le pape. Alors pourquoi maintenant? Tout cela faisait suite à sa dernière critique publique du pape. En octobre 2023, Burke s'était à nouveau exprimé, cette fois contre deux mesures récemment soutenues par le pape François. Autoriser les prêtres à bénir les couples de même sexe et donner la communion aux catholiques divorcés. Burke n'était d'accord avec aucune de ces deux idées et l'a clairement exprimé publiquement. Cette fois, Francis n'est pas resté silencieux. Il a répondu par une lettre. Il y expliquait que les prêtres pouvaient bénir les couples de même sexe, mais seulement si cela ne suggérait pas que leur relation était identique à un mariage traditionnel entre un homme et une femme. Il s'agissait d'une avancée majeure pour l'Église catholique. Elle démontrait que le pape François cherchait à être plus ouvert tout en conservant certaines limites. Mais pour Burke, c'était aller trop loin. Peu après, le pape a convoqué une réunion avec les dirigeants du Vatican le 20 novembre. Au cours de cette réunion, il a été décidé que Burke était allé trop loin. Ils ont affirmé qu'il utilisait le soutien de l'Église pour la contrer. Ils lui ont donc retiré son appartement et sa pension. Pourtant, Burke a affirmé qu'il n'avait aucune intention de quitter Rome. Il a déclaré aux journalistes que même s'il devait payer lui-même son logement, il resterait. Et même si la punition semblait personnelle, a insisté Burke. Je n'ai jamais eu l'impression que le pape me prenait pour son ennemi. Pourtant, la frontière entre désaccord et déloyauté avait clairement été franchie. La rumeur a encore plus enflammé les esprits. À mesure que la décision du pape se répandait, les rumeurs se sont propagées. Un article publié par un média catholique traditionnaliste affirmait que, lors de la rencontre du 20 novembre, le pape François avait déclaré « Le cardinal Burke est mon ennemi. Je lui retire donc son appartement et son salaire. » Cette phrase a provoqué un tollé. Elle a donné l'impression que le pape était en colère et s'en est pris à lui personnellement. Elle correspondait également au discours souvent répandu par certains groupes traditionnalistes, selon lequel le pape François est dur et injuste envers quiconque est en désaccord avec lui. Mais il y avait un problème. La citation était fausse. Austin Ivory, un journaliste de confiance du Vatican, a rencontré le pape François le 27 novembre. François était malade à ce moment-là, souffrant d'une infection pulmonaire, et leur rencontre fut brève. Malgré tout, le pape prit le temps d'expliquer ce qui s'était réellement passé. Il déclara à Ivory que la citation dans l'article était une pure fiction. Il n'a jamais qualifié Burke d'ennemi, et il n'a pas non plus dit « mon ennemi ». En fait, le pape l'a clairement indiqué. Je n'ai jamais utilisé le mot « ennemi », ni le pronom « mon ». François a déclaré avoir simplement informé les responsables du Vatican de la suppression des privilèges de Burke. Il n'était pas entré dans les détails,
ni n'avait formulé d'attaque personnelle. La citation avait été inventée et avait probablement fuité par quelqu'un qui voulait nuire à l'image du pape. La fausse citation avait déjà été largement diffusée. Mais plusieurs personnes présentes, lors de la réunion du 20 novembre, ont parlé aux journalistes et ont confirmé la véracité de la déclaration. Un responsable a déclaré à l'Associated Press que le pape supprimait les privilèges de Burke parce qu'il était une source de désunion au sein de l'Église. Un autre a déclaré à Reuters que Burke œuvrait contre l'Église et la papauté. Aucun d'entre eux n'a affirmé que le pape avait utilisé le mot « ennemi ». Et une fois de plus, le pape a démontré que ses actions n'étaient pas motivées par des sentiments personnels, mais par ce qu'il estimait être le meilleur pour l'Église. Selon Burke, même s'il risquait d'être puni, le cardinal Burke ne s'est jamais excusé pour ses propos. Au contraire, il a expliqué les raisons de ses déclarations. Dans une interview accordée au New York Times, Burke a déclaré que le pape ne souhaitait clairement pas qu'il occupe un poste de direction. Il a admis « Il est clair que le pape ne veut pas de moi à ce poste », mais il a nié être un ennemi. Burke a justifié ses actions en affirmant qu'il avait un devoir. Lorsqu'il a constaté ce qu'il considérait comme des directives néfastes dans l'Église, notamment sur la sexualité et la famille, il s'est senti obligé de s'exprimer. « Je devais m'exprimer, car c'était mon devoir », a-t-il déclaré. Au fil des ans, Burke s'était souvent positionné en défenseur de la tradition. Il s'est régulièrement opposé aux changements apportés par le pape François, de la bénédiction des personnes de même sexe à la communion pour les catholiques divorcés. Burke estimait que ces mesures affaiblissaient les fondements de l'Église. Il estimait que ce changement ne devait pas se faire au détriment d'enseignements anciens. Cette conviction a influencé tout ce que Burke disait et faisait. Mais, même s'il prétendait parler en conscience, ses actions étaient souvent source de division. Pour beaucoup au sein de l'Église, ces divisions sont devenues insurmontables. Tout en se défendant, Burke a tenté de se démarquer d'autres personnalités controversées. Parmi elles, Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump. Burke avait siégé au conseil d'administration de l'Institut Dignitatis Humanae, un groupe de formation catholique dirigé par Bannon, mais il en a démissionné en 2019. La raison était que Bannon avait l'intention de réaliser un film basé sur le livre « Dans le placard du Vatican ». Burke n'a pas soutenu ce projet. Il a expliqué n'avoir rencontré Bannon que 3 ou 4 fois, et seulement pour discuter de l'enseignement de l'Église, comme le ferait tout prêtre avec un fidèle laïc, a-t-il précisé. Il voulait faire savoir qu'il n'était lié à aucune campagne politique, un tournant qui se préparait depuis des années. Pendant des années, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, on s'était demandé quand le pape François allait enfin agir. Le cardinal Burke avait dénoncé à maintes reprises les enseignements du pape. Il avait critiqué les rassemblements religieux. Il avait écrit des lettres publiques et avait même laissé entendre qu'il pourrait corriger officiellement le pape. Pourtant, François l'avait autorisé à rester. Il ne l'avait pas radié du collège des cardinaux. Il ne lui avait pas retiré sa maison ni ses revenus jusqu'à présent. Austin Ivory l'a très bien résumé en écrivant que la réaction des gens n'était pas de savoir pourquoi le pape avait agi ainsi, mais plutôt pourquoi il avait mis autant de temps. Selon Ivory, le pape François est un homme patient. Il donne une seconde chance aux gens, mais il y a une limite que Burke a franchie. François avait observé Burke pendant plus de 10 ans. Il l'avait vu prendre la parole sur scène, écrire des essais et donner des interviews qui affaiblissaient le message du pape. Burke avait créé ce que certains appelaient un contre-magistère, une sorte de voix alternative à celle du pape. Et pendant tout ce temps, il vivait dans un appartement du Vatican, financé par les fonds du Vatican. Pour beaucoup, cela paraissait injuste. Voilà un riche cardinal qui utilisait son rôle au Vatican pour lutter contre les dirigeants auxquels il avait juré d'obéir. Un observateur du Vatican a qualifié cette situation d'injustice, surtout lorsque Burke a continué à gagner en popularité auprès des conservateurs de l'Église, en se présentant comme la seule véritable voix de la tradition. Mais même après tout cela, le pape François n'a pas réagi sous le coup de la colère. Il a pris sa décision discrètement. Il ne l'a pas annoncée publiquement. La nouvelle n'a été révélée qu'après une fuite, probablement provoquée par quelqu'un qui voulait déformer l'histoire. Finalement, le pape François a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas de vengeance, mais de protection de l'unité de l'Église. La controverse autour du cardinal Burke a peut-être enfin atteint son paroxysme. Avec le décès du pape, l'attention se porte désormais sur l'avenir de l'Église et sur son futur dirigeant. Que se passe-t-il après la mort d'un pape? À sa mort, l'Église catholique entre dans une période de deuil et de préparation. Mais en coulisses, un processus crucial s'engage. C'est ce qu'on appelle un conclave.
C'est le moment où l'Église réunit des cardinaux du monde entier pour choisir le prochain pape. Seuls les cardinaux de moins de 80 ans sont autorisés à voter ou à être élus. Actuellement, 138 cardinaux sont éligibles. Ils seront enfermés au Vatican pendant 2 ou 3 semaines. Pendant ce temps, ils se réuniront en secret dans la chapelle Sixtine. Là, ils voteront encore et encore jusqu'à ce qu'un homme obtienne au moins les 2/3 des voix et accepte de diriger l'Église. C'est ainsi que le pape François a été élu en 2013, après la démission de Benoît XVI pour raison de santé. Il s'agissait de la première démission papale en 600 ans. Après le décès du pape François, le lundi de Pâques, à l'âge de 88 ans, l'Église se prépare à élire un nouveau chef, et un nom retient particulièrement l'attention, celui du cardinal Raymond Burke. Voyez-vous, le cardinal Raymond Burke n'est pas un nouveau venu sous les feux de la rampe. Il a 76 ans et est originaire du Wisconsin, aux États-Unis. Depuis de nombreuses années, il est connu pour ses convictions conservatrices et son opposition farouche aux changements introduits par le pape François. Parmi ceux-ci figurent une approche plus souple des droits LGBTQ et l'octroi de la communion aux catholiques divorcés. Burke était archevêque de Saint-Louis, plus tard. Le pape Benoît XVI l'a fait venir à Rome et l'a nommé préfet de la Signature apostolique, la plus haute juridiction de l'Église catholique. Mais avec l'arrivée du pape François à la tête de l'Église, la situation a changé. En 2013, François a écarté Burke de la puissante congrégation des évêques. L'année suivante, il a également été démis de ses fonctions au sein de la plus haute juridiction de l'Église. Burke s'est souvent élevé contre les idées du pape, notamment celles qui donnaient à l'Église une image plus ouverte et inclusive. À l'approche d'un nouveau conclave, le nom de Burke revient à la une des journaux et il compte un soutien inattendu, Donald Trump. Quel avenir pour le cardinal Burke? Burke n'est pas le seul candidat. Il fait partie des nombreux noms envisagés, issus de différents courants de l'Église. Certains sont progressistes, d'autres, comme Burke, sont plus traditionnalistes. Parmi les autres candidats de premier plan figure le cardinal Pietro Parolin, un modéré qui a été secrétaire d'État du Vatican. Le cardinal Matteo Zuppi, connu pour son travail de compassion et considéré comme proche des idées de François, est également présent. Le cardinal Luis Antonio Tagle, des Philippines, est également de la partie. Du côté conservateur, le cardinal Peter Erdo, de Hongrie, partage certaines opinions de Burke, mais avec moins de franchise. Burke est actuellement classé 6e parmi les favoris. Mais ce qui le distingue, c'est le soutien politique dont il bénéficie. Donald Trump, qui en est à son 2e mandat à la présidence des États-Unis, a salué Burke comme un défenseur des valeurs catholiques traditionnelles. Ce type de soutien politique est inhabituel dans les affaires ecclésiastiques et a suscité des débats. Si Burke est élu, cela marquerait un retour majeur à une direction ecclésiastique stricte et traditionnelle. Si une candidate comme Tagle ou Parolin est élue, l'Église pourrait poursuivre la voie plus ouverte et moderne que le pape François a tenté de suivre. Pensez-vous que l'Église catholique devrait revenir à ses racines traditionnelles ou poursuivre l'approche plus moderne du pape François? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour découvrir d'autres anecdotes incroyables sur l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine!